et avec Bernard de Montréal sur cette conférence intitulée Illusion du bonheur, septembre 1983. En cette deuxième partie, Bernard de Montréal, on pourrait peut-être se demander par quelle technique on pourrait s'approcher de ces êtres de lumière qu'on confond trop souvent à des extraterrestres, que si on les appelle êtres de lumière, ils jouent sur les plans de la lumière. Donc, ils sont à la source même de ce qui est, puisque le premier acte de Dieu créateur fut de séparer la lumière des ténèbres. On sait qu'il y a des êtres des ténèbres, mais on n'en parlera pas, ce n'est pas le propos. Mais ces êtres de lumière, de quelle façon est-ce que nous, qui sommes aussi lumière en soi, peut-on nous approcher graduellement de ces êtres-là? Pour que l'homme ait contact avec ces êtres-là, puisqu'on dit que ces êtres-là sont des êtres de lumière, il faut qu'il y ait de moins en moins de ténèbres dans l'homme. Parce que s'il y a trop de ténèbres dans l'homme, c'est-à-dire que s'il y a trop d'illusions astrales dans l'homme ne peut pas être en contact avec ses intelligences d'une façon parfaite. Donc, automatiquement, sa conscience astrale va déformer leur réalité. Et lorsque la conscience astrale de l'homme déforme leur réalité, automatiquement, l'homme devient piégé. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre le réel, il vit l'imagination du réel. Il vit ce qu'on appelle l'imaginaire. Mais quand je dis l'imaginaire, je ne veux pas dire que l'imaginaire n'est pas réel, mais je dis que l'imaginaire fait partie d'une réalité intérieure, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une réalité inférieure, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une réalité astrale. La réalité astrale, ce n'est pas la réalité de l'éther. C'est une autre réalité. La différence entre les deux, c'est que la réalité de l'astral, c'est une réalité qui permet à l'homme d'avoir l'impression de l'énergie. Tandis que dans la réalité de l'éther, l'homme est en contact avec l'énergie. Donc, pour que l'homme ait accès graduellement ou instantanément avec ces êtres-là, il faut qu'il y ait une brisure faite, opérée dans sa conscience astrale pour que cette lumière-là puisse avoir accès à lui. Sans ça, il n'a pas accès. Vous nous avez dit tantôt qu'il faut qu'il se débarrasse des ténèbres. S'il doit s'associer à la lumière, c'est l'initiation qui peut y amener, puisque inis veut dire feu. L'initiation permet à l'homme, dans une vie ou dans plusieurs vies. Mais en général, l'initiation, c'est pour exécuter un travail dans une vie. Un homme qui vit une initiation va subir le choc vibratoire d'une énergie. S'il vit une initiation astrale, il vivra le choc vibratoire d'une énergie sur ces plans-là. S'il vit l'initiation solaire, il vivra le choc de l'énergie, mais non pas sur le plan astral, mais il le vivra dans sa conscience égoïque, sur la Terre. Autrement dit, pour que l'homme vive l'initiation solaire, il faut qu'il soit conscient. Il faut qu'il soit conscient dans son corps matériel. Tandis que si l'homme vit l'initiation astrale, il peut très bien la vivre sur les plans astraux, autrement dit, dans un état de conscience qui est dissocié de sa conscience matérielle. Cette initiation astrale, est-ce que c'est celle qu'on appelle l'initiation lunaire, en opposition à l'initiation solaire? L'initiation astrale, c'est une initiation lunaire. C'est une initiation qui est donnée à l'homme par des êtres évolués sur les autres plans. Mais c'est une initiation qui est donnée par des êtres qui n'ont pas fini d'évoluer. Autrement dit, l'initiation lunaire ou astrale, elle est donnée par des intelligences qui sont mortes et qui sont rendues sur les autres plans. Tandis que l'initiation solaire, elle est donnée à l'homme par l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui se la donne. C'est la partie solaire de l'homme, autrement dit, c'est la partie parfaite de l'homme qui se donne l'initiation. C'est comme si le double entre en contact avec la personnalité.
Ce processus-là, c'est un processus d'initiation solaire. Donc, lorsque le double vient en contact avec la personnalité de l'homme, l'homme ne peut plus refuser l'initiation solaire. Il peut refuser l'initiation astrale parce qu'elle est sous le contrôle de son ego. L'initiation astrale, c'est une initiation philosophique. Tandis que l'initiation solaire n'est pas une initiation philosophique, c'est une initiation qui est totalement vibratoire et qui vient à l'homme lorsque le double sait que c'est le temps pour lui de vivre cette expérience. C'est la grande différence entre les deux. Un homme qui vit une initiation astrale peut se retirer de l'initiation astrale. Un homme qui vit l'initiation solaire ne peut pas se retirer de l'initiation solaire. Parce qu'éventuellement, il va sentir l'énergie. Et aussitôt qu'il sent l'énergie, le travail commence. Tant qu'il ne sent pas l'énergie, il n'est pas dans l'initiation solaire. Quand il sent l'énergie, à ce moment-là, l'initiation solaire commence et elle dure le temps qu'elle doit durer. Outre l'initiation solaire et l'initiation lunaire, on parle en ésotérisme de l'initiation par la terre, l'air, l'eau, le feu, les 4 éléments. Est-ce qu'on pourrait en parler de chacun de ces initiations? L'initiation par la terre, c'est l'expérience humaine. L'initiation par l'air, c'est l'expérience de la mort. L'initiation par l'eau, c'est l'initiation astrale, mais qui n'est pas encore établie dans l'homme. L'initiation astrale par l'eau qui n'est pas établie dans l'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas convaincante sur le plan de la transformation. Une initiation par l'eau peut être rendue très, très symbolique. Par exemple, un homme qui va croire à une religion, qui va vivre le baptême, par exemple, de l'eau, peut, sur le plan psychologique, vivre une initiation par l'eau. Mais cette initiation par l'eau a une valeur pour lui seulement sur le plan psychologique. Elle n'a pas de valeur sur le plan vibratoire. Donc, l'initiation par l'eau, c'est l'initiation la moins importante de toutes. Et la dernière, l'initiation par le feu, c'est la plus importante pour l'homme parce que c'est celle-là qui détruit la mémoire psychologique de l'âme et qui permet à l'homme de vivre la connexion entre son double, sa personne et sa personnalité, pour éliminer le phénomène de la coque, afin que l'homme puisse être totalement conscient au niveau de sa personnalité de la phénoménalisation de l'énergie en lui-même à travers ce qu'on appelle la personne, autrement dit son identité. Qu'est-ce que vous appelez la coque? La coque, c'est la réunion de 4 principes, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, qui donnent à l'homme l'impression d'être. Autrement dit, l'impression que l'homme, que nous avons les hommes d'être, c'est la coque. Un homme qui est conscient de la coque, un homme qui comprend le phénomène de la coque, n'a pas l'impression d'être. L'impression d'être, c'est une impression de la coque. Ça fait partie de l'illusion de l'ego, ça fait partie de l'activité vibratoire, psychologique, du mental, de l'émotion, à travers le vital et le physique. Et c'est la plus grande illusion de l'homme. Et la seule initiation qui peut détruire l'illusion de la coque, c'est l'initiation solaire. L'initiation astrale peut permettre à l'homme de reconnaître le phénomène de la coque. Mais dans l'initiation astrale, l'homme est encore trop dans son ego pour pouvoir réaliser que la coque est simplement une substitution sur le plan matériel d'une activité sur un autre plan qui est totalement cosmique. Et tous les hommes sur la Terre, un homme, par exemple, peut très très bien se promener dans une ville et regarder les hommes dans une ville. Et il verra sur la rue les gens qui marchent. Et il verra que les hommes qui sont inconscients et qui marchent sur la rue n'ont pas de lumière ici dans cette région-ci. C'est sombre. Donc, l'homme verra que ces êtres-là ne sont pas conscients de leur coque.
Un être conscient est automatiquement conscient de sa coque, donc automatiquement, sa conscience ne se situe plus sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital et sur le plan physique. Sa conscience se situe en dehors de ça. Et ce qu'il vit dans la matière est la phénoménalisation de l'énergie de cette conscience-là, qui donne à l'homme une conscience créative sur le plan matériel. Donc, un homme qui vit ou qui a vécu l'initiation solaire, à un stage suffisamment avancé, ne prendra plus éventuellement conscience de lui-même sur le plan matériel. Il prendra conscience de lui-même quelque part sur un autre plan, mais à travers le plan matériel s'exécutera cette conscience. Sur quel plan, donc, se situe cette nouvelle conscience? Sa conscience réelle se situe sur le plan éthérique et sa conscience manifeste se situe en fonction du plan mental, l'activité du plan mental, l'activité du plan émotionnel, vital et physique. Parce qu'à ce moment-là, l'homme a 5 plans, il n'y en a plus 4. L'homme est conscient en 4 plans, vital, physique, émotionnel et mental, ou mental inférieur, appelez ça comme vous voulez. L'homme conscient commence à développer un autre plan, il y en a 5. Cet autre plan-là n'est pas conditionné par la mémoire humaine. Donc, n'étant pas conditionné par la mémoire humaine, l'homme ne peut jamais réfléchir à lui-même dans la vie, sur le plan matériel. Ne pouvant pas réfléchir à lui-même, ne pouvant pas réfléchir sur lui-même, n'ayant plus en lui de possibilité de réflexion ou d'auto-réflexion, il est incapable de se saisir. Étant incapable de se saisir, il n'a pas la sensation de l'être-té, qui fait partie de la caractéristique psychologique, émotionnelle et mentale de l'homme de la 5e race. Il a simplement la conscience. Il est de la conscience, manifeste à travers ces plans-là. Il y a un chakra chez les hindous qui se situe en dehors du corps. C'est le chakra coronal. Est-ce qu'on pourrait le situer dans ce même aspect qu'être le témoin de l'acteur qui joue sa vie? Le chakra coronal fait partie de ce centre d'énergie qui permet au double de communiquer à l'ego la partie réelle de lui-même pour que l'ego puisse prendre conscience de sa transcendance. C'est ça qui permet à l'hindou de réaliser qu'il est simplement un aspect. Alors, ce chakra coronal est important parce qu'il fait partie de la connexion entre les différents plans de la réalité de l'homme et il permet aussi que l'énergie entre le double, qui est essentiel chez l'homme, puisse être traversée et être reconnue par la personne. La personne, c'est le seul miroir réel de l'homme. L'ego n'a pas de miroir réel. L'ego a un miroir qui est réflectif. C'est simplement de l'illusion qui est astralisée et qui est maintenue en astralité de conscience par le mental. Mais lorsque l'homme est dans un autre plan ou possède un autre plan de conscience, le miroir qu'il possède à ce moment-là, c'est sa personne. Et la personne, c'est le miroir parfait créé par le double lorsque son énergie frappe les différents plans d'énergie de l'être matériel. Lorsque l'énergie du double frappe le mental, lorsque l'énergie frappe le corps émotionnel, le corps vital, le corps physique, l'homme prend conscience de quelque chose. Cette conscience-là, elle est ce qu'on appelle la personne. De cette personne-là, l'homme a la conscience de son identité. De cette identité-là, l'homme n'a plus besoin de vivre de la mémoire de l'humanité, donc il n'a plus besoin d'être polarisé dans son intelligence, donc il n'a plus besoin du vrai ou du faux, du bon ou du mauvais. Il est totalement libre dans son mental supérieur des conventions psychologiques de l'humanité. Il est totalement libre des dimensions psychologiques de l'homme et il est libre éventuellement de la mémoire humaine. Étant libre de la mémoire humaine, il peut absorber constamment l'énergie du double, donc il tombe dans une autre mémoire beaucoup plus vaste, mais qui n'est plus assujettie à l'expérience de l'homme et qui fait partie de l'évolution supérieure de l'humanité. Mais cet individu qui devient libre des contingences humaines ne risque-t-il pas de se retrouver sur la croix crucifié à un bon moment donné parce que... Non, non. Les gens qui se retrouvent sur la croix crucifiée sont des gens qui ont vécu une expérience en fonction d'un drame humain qui devait être vécu pour ce que ça devait donner dans le temps. Autrement dit, on va prendre le Nazaréen, par exemple. Le Nazaréen est mort sur la croix
Parce que le Nazaréen ne vivait pas sur la terre en fonction du principe d'intelligence. S'il avait vécu sur la terre en fonction du principe d'intelligence, le Nazaréen, il n'aurait jamais été sur la croix. Il vivait sur la terre en fonction du principe de l'amour. L'amour te crucifie, l'intelligence te libère. Lorsque le nouvel initié viendra, il vivra non pas du principe de l'amour, il vivra du principe de l'intelligence. Donc, il ne pourra pas être crucifié. Mais dans le temps, c'était nécessaire que le Nazaréen soit crucifié parce que la crucifixion permettait à l'humanité de vivre le drame psychologique de la mort à l'intérieur de la conscience sublime de cet être-là, qui pouvait, à cause de cette dimensionnalité, intervenir sur les plans astraux de l'humanité de ce temps-là et de l'humanité future. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes vont rêver au Christ. Beaucoup d'êtres rêvent au Nazaréen. Et le rêve permet à ces êtres-là d'avoir une certaine conversion de l'énergie astrale en énergie spirituelle, et ça leur donne un support dans la vie. Mais lorsque l'homme entre dans la conscience supramentale et qu'il perd la mémoire de sa conscience humaine pour vivre d'une autre mémoire qui ne fait pas partie de sa conscience humaine, mais qui fait partie de sa conscience extra-humaine ou sa conscience coronale, si vous voulez. Aussitôt que l'homme vit de sa conscience coronale, il n'a plus besoin de se réfléchir en tant qu'être humain, parce que son esprit est libre. Et c'est la liberté de son esprit qui permet à cet être-là de converser facilement avec l'invisible et de converser facilement avec l'homme. Donc, de ne pas faire la gaffe qui a été faite dans le passé, de se mettre dans une position d'autodestruction. Autrement dit, le temps des martyrs tire à sa fin. Les initiés de l'avenir ne seront plus des martyrs, les initiés de l'avenir seront des scientistes. Dans le passé, les initiés étaient des martyrs parce que sur la Terre, il devait y avoir encore de l'émulation émotionnelle. De l'émulation émotionnelle de la part des masses pour faire descendre sur la Terre de l'énergie astrale de haute vibration, afin de maintenir sur la Terre une certaine religiosité, afin d'empêcher sur la Terre la destruction de l'homme. Donc cette émulation-là, on la retrouve dans les églises, on la retrouve dans les grandes conventions humaines, où l'homme parle de l'ordre spirituel. C'était très nécessaire. Mais lorsque l'homme entrera dans la conscience supérieure, il n'aura plus besoin de cette émulation parce qu'il ne vivra plus d'émotion, il ne vivra plus d'émotivité dans son intelligence. Donc, ceci veut dire qu'il ne vivra plus de mémoire. Lorsque l'homme ne vivra plus de mémoire, il vivra d'une conscience coronale, et la conscience coronale sera une projection instantanée, parfaite, constante, à partir de son plan vers les plans inférieurs de l'homme. Ça, c'est le surhomme de la 6e race. Au passage du Nazaréen qui vivait, lui, par l'amour, on percevait déjà l'arrivée de l'intelligence. Il l'avait dit, le Paraclet viendra. Et au passage du prochain qui viendra par le principe d'intelligence, est-ce qu'on pourra déjà percevoir le suivant? Et quel sera ce suivant? Oui, mais c'est très intéressant cette question. Très intéressant cette question. Lorsque l'homme, cet homme, sera sur le plan matériel en manifestation, la volonté automatiquement viendra sur la terre. Parce qu'un homme ne peut pas être dans son intelligence et ne pas être dans sa volonté en même temps. Parce que c'est impossible que l'intelligence et la volonté ne soient pas l'interface d'une même pièce. Un homme peut avoir beaucoup d'amour et ne pas être dans l'intelligence et dans la volonté. Mais un homme ne peut pas être dans l'intelligence et ne pas avoir de volonté, parce que l'intelligence, elle est aiguisée dans l'homme par le développement de la volonté, et la volonté, elle est aiguisée dans l'homme par le développement de l'intelligence. Donc, la 6e race racine sera une race intelligente, mais volontaire. Il y aura déjà de la volonté dans l'homme, de la volonté qui permettra à l'homme de faire descendre sur le plan matériel les forces dont il aura besoin pour se créer une civilisation à la hauteur de son intelligence et aussi à la hauteur de ses capacités créatives, donc de ses capacités qui naissent de sa volonté créative. À la fin du cycle,
lorsque la septième race racine viendra, la septième race racine aura simplement une fonction, et elle sera très courte d'ailleurs. D'ailleurs, la sixième va être courte. Fait qu'imaginez-vous que la septième va être encore plus courte. Rendu à la septième race racine, l'homme n'aura plus besoin de corps physique. Donc, l'aspect phénoménal de l'humanité au début ou pendant la septième race racine, ça va être un aspect qui va permettre à l'homme éventuellement de commencer son évolution jupitérienne. L'homme ne peut pas commencer aujourd'hui son évolution jupitérienne parce que son corps, son double, il n'a pas accès à son double. Donc, il n'a pas accès à sa volonté. Donc, il n'a pas accès à l'intelligence de sa volonté pour changer la conscience atomique de ses structures. Donc, il est incapable de violer les lois de l'invisible. Tandis que durant la septième race racine, l'homme pourra violer les lois de l'invisible. Violer les lois de l'invisible, ça veut dire ceci. Ça veut dire rendre ou donner à l'humanité la capacité de s'éteindre pour que la race humaine puisse s'éteindre sur la Terre. Aujourd'hui, la race humaine, si elle s'éteignait sur la Terre, elle serait éteinte par la guerre, par la famine, par la destruction. Elle serait éteinte par l'activité des forces astrales contre l'homme, les forces de la mort contre l'homme. Tandis que pendant la septième race racine qui suivra la sixième, l'homme lui-même éteindra sa civilisation. C'est l'homme qui éteindra sa civilisation. Mais en éteignant sa civilisation, il le fera parce qu'il pourra totalement dématérialiser les corps matériels. En dématérialisant les corps matériels, il n'y aura plus de corps matériels sur la Terre. Donc, automatiquement, l'homme commencera son évolution jupitérienne. L'évolution jupitérienne, ça ne veut pas dire que l'homme va aller vivre sur Jupiter. L'évolution jupitérienne, ça veut dire que l'homme vivra sur la Terre, mais invisible. Donc, la septième race racine sera totalement consciente et les hommes se rendront invisibles. Donc, il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre. Il y aura des animaux pour les remplacer. Donc, les animaux, à ce moment-là, seront arrivés à un autre niveau d'évolution et la Terre reviendra à l'état géologique qu'elle avait au début. Il n'y avait pas d'âme sur la Terre au début. Il y avait des animaux. L'homme est venu pour son évolution. Les animaux ont été là pour lui, pour son bénéfice, pour son plaisir, pour son évolution. Quand l'homme aura terminé son évolution, il s'éteindra de la planète. Il n'y aura plus d'êtres humains sur la Terre parce que les hommes seront rendus invisibles et ce seront les animaux qui continueront à évoluer sur la Terre sans interférence et sans humanité. On dirait que c'est l'histoire qui s'écrit à l'envers. C'est l'histoire ce sera l'histoire qui reviendra à son début, mais ayant pu donner à la Terre ou à l'homme une planète pour évoluer. L'homme avait besoin d'une planète. L'esprit de l'homme avait besoin d'une Terre pour évoluer. Son esprit ne pouvait pas éternellement se déplacer dans les espaces absolus. L'homme avait besoin d'une planète. Donc, il lui fut assigné une planète. La Terre fut cette planète. L'homme a évolué sur cette planète. Il y a des hommes qui sont partis de cette planète. Il y a des hommes qui reviennent par incarnation sur cette planète. Et un jour, après la sixième race racine, l'homme s'éteindra de cette planète. Il n'y aura plus d'hommes sur la Terre. De là l'explication, il y aura un millénium de bonheur et de paix sur la Terre. Mais on se demande toujours, après 1000 ans, qu'est-ce qui va rester? Après le millénium, le millénium sur la Terre, l'homme ayant disparu, les conflits astraux n'existeront plus pour l'homme, mais la conscience astrale ou l'astral s'occupera de l'évolution de la planète Terre. Mais au niveau des règnes inférieurs, l'homme vivra dans l'invisible de la Terre. Et un jour, je vous en parlerai de l'invisible de la Terre pendant cette période, mais aujourd'hui, ce n'est pas tellement important, mais ça sera intéressant de le savoir parce que je parle de mon expérience. En tant qu'homme ou en tant qu'être qui vit la fusion, j'ai constamment je ne peux pas dire le plaisir parce que je ne peux pas dire le bénéfice non plus. Je peux dire la faculté. J'ai constamment la faculté de regarder. Mais c'est en parlant que je regarde. Autrement dit, ma parole devient ma vision. Et quand je regarde, si, par exemple, je regarde l'évolution de l'homme au stage de la septième race racine,
pour regarder quelque chose dans l'avenir ou pour regarder quelque chose dans le présent d'une façon profonde, c'est-à-dire de le regarder d'une façon totalement occulte, c'est-à-dire d'une façon totalement supra-rationnelle. Il faut ne pas être capable de s'imaginer ce que c'est. Si je pouvais m'imaginer ce que je sais, je ne pourrais pas vivre dans mon corps matériel. La souffrance serait trop grande parce que la dimension serait trop poussée, donc mon corps astral, mon imagination astrale, mon écran mental ne cesserait pas de fonctionner, je ne pourrais pas fonctionner. Donc le seul plaisir que j'ai quand je parle de la réalité sur différents plans ou dans différentes directions, c'est de le parler avec des êtres qui sont capables de l'absorber sans le rationaliser. Autrement dit, faites-moi rencontrer un homme qui est suffisamment en dehors de son ego, de l'orgueil, de l'ego, de l'intellect, et on peut s'asseoir ensemble et parler infiniment, sans fin, de n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à comprendre les aspects de notre réalité. Il faut que quelqu'un sur la Terre parle pour que l'homme sur la Terre sache qu'est-ce que c'est la Terre, qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la personnalité, qu'est-ce que c'est l'ego, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est l'espace, qu'est-ce que c'est le magnétisme, qu'est-ce que c'est le feu, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est la lettre, qu'est-ce que c'est l'infinité, qu'est-ce que c'est le début, qu'est-ce que c'est la fin, qu'est-ce que c'est l'alpha, qu'est-ce que c'est l'oméga. Il faut que l'homme sache. Mais pour que l'homme sache, il faut qu'il parle. Les hommes ne savent pas parler. Pourquoi ils ne savent pas parler? Parce que leur esprit a été confondu par quoi? Par la mémoire. C'est la mémoire qui empêche l'homme de parler. Si l'homme n'avait pas de mémoire, il pourrait parler. Et c'est tellement subtil, ce jeu-là, qu'un homme qui commence à perdre la mémoire dans le processus de l'initiation solaire s'aperçoit tout d'un coup, lentement, que, hop, il commence à parler. Avant, il y avait beaucoup de mémoire, il y avait des gros livres dans la tête, il ne pouvait pas parler. Ou il répétait. D'un coup, là, il n'est plus capable de répéter, puis il vient un moment qu'il n'est plus capable de répéter. Là, ça le fatigue, là. Là, ça l'achale qu'il n'est pas capable de répéter parce que l'ego, il se dit, hey, avant, je répétais, j'étais intelligent. Là, je ne répète plus, j'ai l'air de niaiseux. Fait que là, l'ego a peur de ne pas pouvoir répéter. Puis là, éventuellement, ça s'ajuste. Puis là, il y a comme une conscientisation haute qui se fait. Ça, c'est le 5e plan qui commence à se développer avec la perte de la mémoire. Et c'est là que l'homme commence à s'apercevoir. Puis j'ai connu des gens, j'en connais des gens dans le monde, très simples, qui ont perdu la mémoire, ou très compliqués, qui l'ont perdu un petit peu, puis qui commencent à parler. Et ils s'aperçoivent qu'ils savent des choses qu'ils ne savaient pas avant qu'ils savaient. Puis ça les surprend. Puis au début, ils sortent un petit peu. Ils sortent un petit peu. Mais ça ne dure pas longtemps. Ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Parce que plus l'homme apprend à parler, vous savez que la 6e race sera la première race de la Terre qui aura le pouvoir de la parole. Les Atlantes n'avaient pas le pouvoir de la parole, ils avaient le pouvoir du son. La parole et le son, c'est pas pareil. La parole, le son, c'est pas pareil. La parole, c'est un feu. Le son, c'est pas un feu. Le son, c'est le produit dans les éthers de la manifestation de la lumière dans les couches denses de la réalité. Tandis que la parole, c'est un feu, et c'est le feu à travers cet homme, cet initié qui viendra à la fin du cycle, comme ce sera le feu à travers ces êtres-là qui naîtront de la mort de la 5e race racine, que se créera sur la Terre une nouvelle science. C'est par la parole. Et autant on a parlé de la parole, autant les psychologues ont essayé d'analyser la parole, autant l'homme n'a aucune idée de ce que c'est de la parole. La parole, c'est absolument occulte. De la parole, ça n'appartient pas à l'ego. L'ego est incapable de parler. L'ego jase. Les hommes de la terre jasent. Ça, pour jaser, ça marche. Mais de parler, vous savez qu'est-ce que c'est parler? Parler, c'est être capable de s'asseoir. Tu peux te parler tout seul, tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Moi, je suis capable de m'asseoir dans un coin et me parler. Je me parle. J'apprends des choses quand je me parle. Bon, mais c'est plat. Bon. Alors, tu t'assois avec quelqu'un et tu parles. Alors, si tu t'assois avec quelqu'un et tu parles, tu apprends. Et c'est en parlant pendant des années de temps que j'ai appris ce que je sais. Mais c'est infini ce qu'on sait, donc je n'ai pas fini de parler. C'est évident. Ouais. Mais
C'est très important, ça, pour l'homme de comprendre que c'est dans la parole que l'homme saura, ce n'est pas par la pensée. Parce que l'homme ne peut pas faire de pensée philosophique sur la réalité. La réalité, ça ne se philosophise pas, la réalité. La réalité, ça se parle, et éventuellement, ça se voit, et éventuellement, ça se vit. Et sur la réalité, tous les livres philosophiques que vous avez sur la réalité, c'est une façon à l'esprit de l'homme d'essayer de décortiquer dans sa mémoire des aspects qui puissent lui permettre, sur le plan de son esprit, de goûter du plaisir de bien parler. Donc, un philosophe, c'est un être qui a le plaisir interne, égoïste, égocentrique, de bien parler. Il y en a à Montréal des philosophes qui ont la belle parole, qui parlent bien, mais si vous parlez avec eux autres, vous allez sentir qu'ils ont le plaisir de bien parler. Et ça, c'est très bon, parce que quand on parle bien, il y a un plaisir, parce que c'est comme manger, parler, on se nourrit. Mais le problème, c'est que ces philosophes-là devront un jour en arriver à comprendre que leur parole doit aller plus loin que l'intuition, il doit aller plus loin que la mémoire. Leur parole doit devenir éventuellement un feu instantané à l'intérieur duquel on ne sent pas l'ego, à l'intérieur duquel on ne voit pas l'ego, à l'intérieur duquel il n'y a pas de réflexion de l'ego, à l'intérieur de laquelle il y a une continuité totale, à l'intérieur de laquelle il y a une subtilité incroyable, et à l'intérieur de laquelle on découvre soi-même si on parle, ou les autres avec qui on parle, les mystères de la vie à tous les niveaux. C'est pour ça que l'homme de la 6e race sera le premier être de la Terre qui aura le pouvoir de la parole, qui lui sera transmis au fur et à mesure qu'il rentrera en initiation, parce que ce pouvoir fait partie des éthers, et l'homme le découvrira quand il aura compris une chose, que le savoir ne fait pas partie de l'homme, que le savoir fait partie du surhomme, c'est-à-dire de l'homme cosmique dans l'homme, que le savoir est totalement coronal, qu'il n'est pas teinté d'aucune façon par la mémoire ou par l'occulte, ou par l'ésotérisme, ou par la philosophie, ou par la psychologie, ou par la mémoire de l'âme, ou quoi que ce soit. Le savoir, il est toujours neuf. Et quand l'homme connaîtra ceci, il comprendra ceci, il vivra instantanément de cette énergie. Et c'est cette énergie qui connectera avec le mental, le vital, l'émotionnel et le physique. Et l'homme passera éventuellement à des stages supérieurs d'évolution. On dirait, Bernard, que vous êtes un peu comme Saint Jean-Baptiste, qui avait, lui, la parole. Il annonçait comme vous annoncez, comme vous annoncez. Saint Jean-Baptiste annonçait la venue. Saint Jean-Baptiste, c'est un voyant. Comme on a des voyants aujourd'hui, c'est un voyant. Il faut se mettre dans le contexte du temps. C'est un voyant. Il y avait une tradition. Il était marqué, là, ainsi de suite. Tous les voyants ont une certaine parole. Moi, je connais un voyant à Montréal qui a une certaine parole. Et je l'écoute des fois parler à des gens, et quand il parle toujours d'évolution. S'il parle d'évolution, cet homme, à des gens, on sent la vibration de la parole. Aussitôt qu'il commence à tomber dans les loteries, là, ça tombe. La vibration tombe à terre. Mais quand il parle des clés d'évolution de l'homme, il est merveilleux. Donc, la parole, c'est un feu. Et il y a eu des hommes dans le passé qui l'ont eu, cette parole-là. D'ailleurs, la parole a toujours existé, mais la parole n'a pas été utilisée dans le passé comme elle sera utilisée dans l'avenir. Dans le passé, la parole était toujours utilisée avec une certaine émotion, parce que l'homme était encore en évolution. L'homme faisait encore partie de la conscience expérimentale de la Terre. Tandis que dans l'évolution qui vient, la parole sera totalement neuve. C'est pour ça que la science de la Terre sera totalement neuve. Les initiés, les nouveaux initiés, ceux qui viendront demain, auront une parole tellement différente de la parole de l'humanité d'aujourd'hui qu'ils seront à un certain moment donné obligés de se séparer psychologiquement et psychiquement du reste de l'humanité. Pas physiquement, mais psychologiquement et psychiquement du reste de l'humanité, sans parler des autres aspects de retirement qu'ils devront vivre au fur et à mesure qu'ils entreront dans le grand conventum des immortels. La parole de la 6e race sera très, très puissante parce qu'elle sera constamment amenée par le double de l'homme vers l'ego. Constamment. Donc, l'homme va apprendre énormément de choses en parlant. Et c'est en apprenant ces choses et en parlant de ces choses qu'il élèvera constamment la vibration de sa parole. Donc, l'homme de la 6e race s'élèvera par ses propres bottines lui-même. C'est pour ça que je dis, l'homme doit commencer aujourd'hui
à la fin du 20e siècle, à vivre son élévation par lui-même et non à travers les maîtres. Les maîtres ont une fonction, ils ont eu une fonction très importante, mais l'homme, un jour, doit être lui-même son propre support de vie, sa propre source, son propre centre d'énergie. Les maîtres ont fini le travail. Le travail des maîtres avec la 5e race, avec la 6e, les hommes seront eux-mêmes des maîtres et eux-mêmes seront éventuellement immortalisables, selon les conditions de l'évolution. C'est encore l'histoire qui s'écrit à l'envers. Autrefois, on disait bien « et le Verbe s'est fait chair », et de la façon dont vous nous en parlez, c'est « et de la chair naîtra le Verbe ». De la chair naîtra le Verbe, parce que le Verbe, pour se réfléchir dans la création, pour se permettre une identité, il doit s'intégrer dans une matière dense. Et lorsqu'il s'intègre dans une matière dense, il éclate. Il fait éclater les sphères. Autrement dit, il fait éclater les sphères du mensonge. Il fait éclater les sphères de la vérité, parce que la vérité, c'est un autre aspect du mensonge. Donc, automatiquement, une fois que l'homme est libéré par le Verbe du mensonge et de la vérité, parce que c'est deux problèmes pour l'homme. L'homme, en général, cherche la vérité parce qu'il veut se sauver du mensonge, c'est normal. On va toujours prendre le bon gars contre le mauvais gars. Mais l'homme ne réalise pas que la vérité et le mensonge sont deux aspects d'une polarité qui convient à l'installation ou à la programmation chez l'être humain d'une convention qui est connue seulement des intelligences. Autrement dit, c'est un jeu, c'est une programmation, c'est de la manipulation parce qu'on n'est pas prêts, les hommes, à connaître le réel. Donc, comme on n'est pas prêt à connaître le réel, on doit être prêt à simplement connaître la vérité ou à rechercher la vérité, ou à connaître le mensonge ou à rechercher le mensonge. L'homme de la 6e race racine ne sera plus intéressé à la vérité comme il ne sera plus intéressé au mensonge parce qu'il n'y aura plus de polarité dans son mental. Autrement dit, il n'y aura plus dans son mental d'émotions. Ce qui crée le mensonge et ce qui crée la vérité, c'est la recherche émotive de l'homme pour une densité quelconque de pensée. Une certaine pensée. Quand on cherche une certaine pensée, elle nous apporte vers la vérité ou elle nous apporte vers le mensonge. Mais ça fait partie de l'activité de l'émotion dans le mental. Lorsque l'homme sera supramental, il ne sera plus intéressé ni à l'un ni à l'autre. Il sera intéressé à rien. Et quand l'homme est intéressé à rien, c'est à partir de ce moment-là qu'il est intéressé à tout. Il est intéressé à tout parce qu'après ça, tout lui vient. Le contact entre le double et son ego se fait. Donc, tout lui vient. Et donc, comme tout lui vient, c'est évident qu'il est intéressé à tout. Si l'homme parle avec un homme qui parle, les hommes qui parlent sur la Terre, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, quelques centaines. Alors, si un homme qui parle avec un homme qui parle, c'est évident qu'ils vont découvrir des choses. Donc, dans ce qu'ils vont découvrir, ils vont commencer à réaliser à quel niveau ils se situent vis-à-vis de la connaissance. Parce qu'ils vont s'apercevoir que dans la connaissance qu'ils libèrent, il y a un certain niveau de corrélation avec la science que nous connaissons. Et quand ça va commencer sur la Terre, c'est là que la nouvelle science va commencer. Et d'ici à ce temps-là, on jase. Mais le pire, c'est que quand on jase, on pense qu'on parle. Tout le monde, un homme qui parle avec un homme devrait apprendre quelque chose. Un homme qui parle et qui dit quelque chose qui n'apprend rien, il ne parle pas, il jase. Alors, tous les hommes de la Terre jasent, il y a très peu d'hommes sur la Terre qui parlent, c'est pour ça que l'ignorance de la Terre est très grande. Dans nos universités, est-ce qu'on jase ou est-ce qu'on parle? Seulement dans les universités, on jase sérieusement. Dans les églises, est-ce qu'on jase ou est-ce qu'on parle? Dans les églises, on prie sérieusement. Donc, on jase avec ambition spirituelle. En politique? Un homme qui parlerait, un homme conscient qui parle et qui serait en politique, il serait assassiné, à moins d'avoir le pouvoir. C'est évident, parce qu'il parle. Qu'est-ce que ça veut dire, parler? Ça veut dire faire descendre le feu sur le plan matériel. Donc, quand tu parles, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que tu te fais fusiller. À moins qu'on ait le pouvoir et qu'on dise c'est ça, Oui. c'est ça.
Quand l'homme aura le pouvoir, ce qui viendra après la descente ou l'activité ou la manifestation de celui qui est le pouvoir, à ce moment-là, la Terre sera renouvelée. Mais les forces astrales ne pourront rien contre cet être-là. C'est pour ça qu'il pourra s'installer sur la Terre une nouvelle conscience, une nouvelle organisation mondiale. Et les hommes qui sont en évolution, les hommes qui auront éventuellement accès avec d'autres niveaux de conscience, se réuniront quelque part sur la Terre pour travailler. Mais ça prendra un homme sur la Terre qui a le pouvoir. Alors, ce que vous appelez le Messie aura le pouvoir. Eh bien, il sera total. Mais comme tout le monde l'attend, ce fameux Messie, est-ce que ça ne donnerait pas la belle occasion à un imposteur de jouer le jeu du Messie et de dire c'est ça? Oui, très juste, très juste. Mais tu peux imposter, mais tu ne peux pas imposter tout le monde. Tu ne peux pas imposter tout le monde tout le temps. Tu peux jouer le jeu, tu peux mesmériser des masses pendant un certain temps, mais tu peux pas, un homme ne peut pas faire la marque. Un homme ne peut pas changer le cours d'une civilisation à lui seul s'il est imposteur. Un homme ne peut pas changer le cours d'une civilisation à lui seul s'il est imposteur. S'il est imposteur, il peut affecter certains groupes, certains groupements, certaines organisations, et ainsi de suite. Il peut prendre un certain pouvoir. Mais l'homme ne peut pas affecter, ne peut pas changer le cours de l'histoire à lui seul s'il est imposteur. On va prendre le cas, par exemple, de ce fameux antéchrist ou antichrist. C'est antichrist ou antéchrist, tu sais? C'est-tu antichrist qu'on veut dire ou c'est-tu antichrist? Si c'est antichrist, bien, c'est un imposteur. Si c'est un antichrist, peut-être qu'un gars qui vient avant, et ainsi de suite. Ça dépend comment on le prend. Mais, admettons qu'on parlerait de l'antichrist, qu'il y aurait un antichrist dans les années quelques. Cet homme-là ne pourrait pas durer très longtemps parce que les forces spirituelles, d'abord, les forces occultes spirituelles, les forces créatives, verraient à travers le jeu. Alors, c'est pour ça que les gens s'inquiètent de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est le dernier de mes problèmes, parce qu'un homme qui est moindrement conscient voit venir de loin. Mais lorsque cet être-là, cet éducateur, si vous voulez, ce civilisateur, si vous voulez, vient dans le monde, sa présence dans le monde sera tellement parfaite que l'homme saura que tout est correct. Mais à ce moment-là, les choses vont branler. C'est évident. C'est évident, parce que tu ne peux pas t'abstiner avec un gars comme ça. Alors, Mais encore une fois, Bernard, vous me faites penser à Saint Jean-Baptiste, qui dans le désert... moi, je fais penser à Saint Jean-Baptiste parce que je pars. Vous annoncez la venue prochaine de Messie. J'annonce. Je n'annonce pas, je parle. Les gens disent que j'annonce. Vous dites que j'annonce. Mais j'annonce pas, je parle. Je parle. Mais si vous dites que j'annonce quand je parle, là, vous qualifiez mon parlage. On va dire? Là, à ce moment-là, là, vous allez me mettre dans la catégorie de Jean-Baptiste. Mais si vous me laissez parler, puis vous laissez faire les étiquettes, à ce moment-là, on va pouvoir se parler. C'est touché, les mots. Parce que tantôt, au cours de la première partie de la soirée, vous nous avez dit il est déjà né, cet homme-là. Oh, c'est évident qu'il est né, c'est évident qu'il est né. C'est normal. Il n'est pas prélevé à la dernière minute. Les gens, le monde, c'est comme avec du monde. Les gens voudraient qu'ils descendent une grosse équivalente, tu sais. Bzzz. Ça, c'est bon avec Spielberg. Il est bien fin, Spielberg. Mais les choses se font pas de même. Puis il y a des lois cosmiques, c'est parce qu'on ne connaît pas les lois cosmiques. D'abord, on ne connaît pas les lois de transmutation. L'homme ne réalise pas que la matière humaine doit être transmutée. Donc, cet être-là, il faut qu'il vive la transmutation de ses corps. Il faut qu'il vive la transmutation de son corps matériel, son corps vital, son corps mental, son corps émotionnel, pour absorber cette énergie-là. C'est normal. Fait qu'il ne peut pas descendre de même. S'il fallait qu'il descende comme ça irait trop vite, les choses. Il y a des lois cosmiques. Ensuite, eux autres pourront descendre sur leur beam s'ils veulent.
mais c'est lui qui run le show. Eux autres, ils ne vont pas descendre du site avant que lui donne le OK. C'est lui qui run le show. Vous nous avez déjà laissé entendre dans d'autres conférences qu'en 1984 commencerait la manifestation des extraterrestres. J'ai déjà fait entendre quoi? Que c'est en 1984 qu'on commencerait à avoir la preuve de, je n'irais pas dire l'ingérence extraterrestre, mais de l'intrusion des extraterrestres dans notre civilisation. Oui, mais écoutez une minute. Là. Écoutez bien. Moi, quand je parle, il faut me prendre avec un grain de sel. Savez-vous pourquoi? Parce que quand je parle pas toujours pour le monde. Des fois, je peux parler pour moi ou je peux parler pour certaines personnes que je connais. Il y a des êtres sur la Terre qui ont une conscience suffisamment dédoublée pour voir ce qui se passe au niveau des éthers. Alors, si on dit, bon, ben, en 84, l'ingérence des extraterrestres, les gens automatiquement pensent qu'il y en a un qui va descendre sur la place d'une mairie, là, puis il va se parker là. C'est ça qui est délicat. Alors, si on parle des gens qui sont occultes, qui ont un autre œil, qui ont une vision, qui peuvent voir sur d'autres plans, à ce moment-là, là, c'est pas pareil. D'abord, les extraterrestres sont autour de la Terre depuis très, très, très longtemps. Donc, l'ingérence des extraterrestres, elle se fait depuis un certain temps. Mais de là à en parler, puis à mettre ça sur les journaux, les extraterrestres qui font ingérence avec la Terre, là, à ce moment-là, ça donne une autre dimension psychologique au phénomène. Puis on n'est pas rendu à ce stage-là. Fait qu'en 84, fermez bien sur vos oreilles. C'est ça qu'il faut faire attention. Moi, je comprends votre rôle. Vous avez un rôle intéressant, mais qui n'est pas facile. Vous avez un rôle qui vous permet de rendre public certaines choses. Parler à un public, à la télévision ou en masse, de certaines choses telles que vous parlez, c'est pas facile parce que c'est du matériel qui est délicat. D'un autre côté, moi, en tant que personne, je dois minimiser le plus possible ce que je dis pour empêcher le plus possible que se sensibilise trop la forme de ce que je dis. Sans ça, c'est très facile de sensationnaliser ce que je dis. Et ça ne serait pas bon de sensationnaliser ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est jamais ça. C'est toujours d'autres choses. Moi, je n'ai jamais connu d'initié qui parlait franc sur table. On ne peut pas. La parole est coupée en tranches minces. Surtout en public, parce que, comme là, je suis en train d'écrire, là. Alors, c'est évident que quand j'écris, ce que j'écris, je suis obligé de le couvrir. Je ne peux pas l'écrire comme ça, bang, 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 parce que ça créerait des chocs. Peut-être plus tard, je vais jeter ce livre-là, puis je vais en faire un autre. Puis je vais écrire bang, 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 bang. Mais on ne peut pas le faire parce que l'homme doit avancer progressivement dans la connaissance des mystères de la vie. Et laisse-moi vous dire que les mystères de la vie, vous pensez que la cosmogonie durant ça, c'est pesant? Comment vous dites ça? Sérieux? Heavy? J'ai des petites nouvelles pour vous autres. La cosmogonie durant ça, c'est de la papillote. Puis c'est un grand livre. Puis c'est un beau livre. Tu sais, quand j'explique que la parole, c'est du feu. La parole, c'est du feu. Donc, la parole étant du feu, elle brûle. Puis elle brûle. Mais elle brûle quoi? Elle brûle la mémoire. Donc, comment? En créant des chocs. Donc, c'est pour ça que dans les années qui viennent, surtout quand certaines littératures vont sortir, là, il va falloir que les mots soient bien pesés parce que ça demande du discernement. Toujours. D'ailleurs, il y a toujours du discernement dans la parole. Il faut protéger l'homme. Les hommes doivent être protégés. Il ne s'agit pas pour les gens qui sont occultes de faire valoir ou faire sortir dans le monde ce qu'ils pensent, qu'ils savent. Parce qu'il y a une grande différence entre savoir et penser qu'on sait. Grande différence. Moi, quand j'entends des
des voyants ou des gens qui ont une certaine précognition te disent, bon, ben, ta belle-mère, elle va mourir le 27, là. Peut-être que c'est pas la belle-mère, peut-être que c'est un autre. C'est pas... tu parles pas au monde de même. Le monde, l'homme, l'émotion de l'homme est suffisamment fragile. Il faut que tu protèges l'homme contre les trop grands chocs. Quand tu crées un choc à l'homme, il faut que ce soit bien vécu, ce choc-là. Il faut que ce soit constructif, il faut que ce soit créatif, il faut que ça l'amène à une plus haute conscience, pas à une dépression. Fait que savoir, ça fait partie... Il y a une chose que je suis content, c'est que moi, personnellement, je suis un niaiseux. Le fait que je suis un niaiseux, que j'ai pas de mémoire, que je ne suis pas dans mon intellect, c'est une sécurité pour l'homme. Quand la parole elle passe d'une façon suffisamment purifiée de l'égoïcité, qu'à ce moment-là, elle passe dans son temps et elle dit ce qu'elle a à dire, et les hommes voient lentement, graduellement, sans tomber dans des thromboses coronaires. Les temps sont assez durs comme ils sont, et on doit protéger. Et vous avez une grande responsabilité, parce que je n'ai pas fini de parler avec vous. Je m'ai parlé avec vous pendant des années de temps. Même si je ne suis pas ici, je vais parler avec vous pareil. Alors, il y a des choses qui vont être amenées dans le public éventuellement, et on a la responsabilité en tant qu'être d'amener dans le monde de la connaissance, mais de l'amener, cette connaissance-là, avec un très grand amour pour l'homme, avec une très grande conscience pour l'homme et une très grande délicatesse pour l'esprit de l'homme qui est très fragile aujourd'hui. C'est la seule condition qui me permettrait, moi, de continuer à donner de la connaissance ouvertement dans le public. Sans ça, la parole, elle va couper net. Puis, je n'ai pas de pouvoir sur ça. Alors, autant qu'il y a des gens qui peuvent amener ma parole dans le public avec aisance, avec politesse pour l'esprit de l'homme, avec respect pour l'esprit de l'homme, sans caricaturiser trop la forme, simplement pour amener l'homme petit à petit à sortir des couches très denses de son ignorance, à ce moment-là, elle passe. Un homme comme moi peut parler indéfiniment, je peux écrire indéfiniment, mais il faut que ce que nous faisons ensemble, vous, moi ou d'autres personnes, qu'on le fasse toujours avec la notion que l'émotion de l'homme est très grande et que la souffrance de l'homme peut être très, très grande quand il est mis en face de la réalité. La réalité, ce n'est pas quelque chose qui se conçoit, c'est quelque chose qui se vit. Et ceux qui sont dans l'initiation solaire aujourd'hui et qui vivent la réalité sur le plan vibratoire savent très bien ce que je dis. On rentre dans un nouvel âge. Et les hommes doivent être tout nés, autrement dit, syntonisés dans leur mental. Et l'initiation solaire, ça change la vibration des neurones, ça change toute la personnalité de l'homme, ça change tout l'être intérieur de l'homme. C'est extraordinaire, mais ça ne peut pas partir de l'ego. Ça ne part pas du plan des vaches, ça part d'en haut. Alors, on a des grandes responsabilités. Après 84, 85, 86, 87, on a une grande responsabilité. Ceux qui, dans le monde, travaillent occultement et ceux qui, dans le monde, travaillent avec ma personne pour amener dans le monde de la connaissance. On a la responsabilité d'être très, très à point et de chercher le plus possible à amener cette connaissance, mais d'une façon intelligente. Jamais d'une façon sensationnelle, jamais d'une façon égocentrique pour le bénéfice de notre ego, mais toujours pour le bénéfice de l'humanité, de l'esprit de l'homme. Est-ce qu'on peut croire que les enfants seront les premiers à manifester cette altération du cerveau, du comportement? Oui. Les enfants, surtout les enfants de parents conscients, seront les premiers. Parce que la conscience, il y a une continuité dans la conscience. Alors, les gens conscients donneront naissance à des enfants qui deviendront conscients, ça continuera comme ça. Mais un enfant inconscient ne peut pas demeurer inconscient s'il est avec des parents conscients. Fait qu'automatiquement, la chaîne, elle est là. Mais vous ne pouvez pas avoir un enfant conscient naissant de parents inconscients. Il faut qu'il y ait une communication quelque part. Il faut qu'il y ait un lien vibratoire, parce que tout est niveau de la parole. Donc, l'enchaînement de la 6e race racine sera au niveau des couples conscientisés qui auront des enfants conscientisés, qui donneront naissance à des enfants, ou l'éducation nouvelle, la nouvelle psychologie, la nouvelle éducation, la nouvelle science, la nouvelle façon d'élever l'enfant, la nouvelle façon de permettre à l'enfant de demeurer en contact avec lui-même, et ainsi de suite, pour ne pas perdre contact avec sa personne,
ou pour le bénéfice de sa personnalité, ces êtres-là créeront la chaîne. Je suis en train présentement d'expliquer en profondeur le phénomène de l'homosexualité. Et beaucoup de gens dans le monde ne comprennent pas, des gens qui le sont homosexuels ou des gens qui ne le sont pas, ne comprennent pas ce phénomène-là. Et c'est très temps que ces êtres-là comprennent ce phénomène-là. Et quand ils le comprendront, ils le vivront bien, il y aura évolution et il y aura transformation chez eux. Aucun être sur la Terre ne peut être coincé dans une matrix de moralité catégorique et historique. La vie de tous les hommes est importante. L'expérience de tous les hommes sur la Terre est importante. Mais les hommes doivent en arriver à comprendre leur expérience. Et quand ils comprennent leur expérience, à ce moment-là, ils commencent à rentrer dans la conscience de leur expérience. Puis éventuellement, s'il doit y avoir altération dans leur comportement, il y a altération. Donc, la connaissance, et je sais que quand ce travail va être lancé dans le public, ça va créer des remous. Parce que, d'abord, il y en a qui vont penser que je suis homosexuel. Ils vont dire, c'est pas possible, ce gars-là, pas d'homosexualité, ça en est un. Ça continue même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le phénomène de la fusion. Pour moi, parler de l'homosexualité ou parler des prêtres ou des sœurs ou des jésuites ou des curés ou des extraterrestres, pour moi, c'est la même chose. Facile. Alors, si je parle ou si je mets ma personne dans le public et que je l'accoste, cette personnalité-là, en relation avec un domaine de connaissance qui est plus ou moins vu de bon œil dans le public en général, autrement dit, je mets ma personnalité en jeu. Et si je mets ma personnalité en jeu pour l'évolution de la pensée de l'homme, pour l'évolution de la conscience de l'homme, c'est pour que les hommes bénéficient de ce que j'ai à dire et non que les hommes jugent ou me prennent ou me catégorisent dans une expérience quelconque qui n'est pas la mienne. C'est comme ça que les hommes m'empêcheront de parler. Et si les gens m'empêchent de parler, moi je parlerai à des cercles plus fermés, à des groupes plus fermés, et la conscience, la connaissance, l'instruction mondiale demeurera dans des groupes fermés. Et ce ne sera pas de mon vouloir, ce sera de l'incompétence psychologique de l'homme de pouvoir accepter le fait qu'un homme, quelque part, un drôle de moine, soit capable de parler de n'importe quoi. Merci, Bernard de Montréal.